Bien, bonsoir à tous. Donc nous allons aujourd'hui essayer de tirer quelques réflexions sur le séminaire que nous avons essayé de consacrer cette année à une réévaluation du pragmatisme. Vous imaginez bien que je n'ai pas l'impression d'avoir couvert tout l'ensemble de ce qu'il faudrait faire, d'en donner juste quelques illustrations. Mais c'est vrai que je souhaitais un petit peu consacrer cette dernière séance à une question qui me semble être, comme je l'avais dit au début, particulièrement importante, s'agissant de savoir si finalement le pragmatisme non seulement peut aisément cohabiter avec le réalisme, mais finalement si on ne peut pas considérer que jusqu'à un certain point il l'implique à proprement parler. Bien. Ce qui me montre que cette question est vraiment de plus en plus centrale, c'est la manière dont, même chez certains auteurs dont on pourrait penser qu'ils sont plus volontiers proches de ce que Pierre Steiner a essayé de présenter comme une forme de pragmatisme post-analytique, si vous voulez, je pense à un auteur comme Hugh Price, on s'aperçoit qu'en vérité, il est exactement assailli par les mêmes démons antiréalistes que la plupart de ces coadjupiles pragmatistes du moment. Et donc, je ne vous gâche pas que c'est non sans une petite déception que j'ai fermé la dernière page de son livre Naturalism Without Mirrors, paru en 2011, qui est la collection d'articles qu'il a rédigés sur une vingtaine d'années, n'est-ce pas, dans le sillage d'un certain nombre d'analyses pragmatistes. Bon. Donc, je ne vais pas parler uniquement de Price aujourd'hui, je vais étendre beaucoup plus la réflexion parce que finalement, comme je l'ai dit, je ne suis pas sûre que ce soit forcément chez lui qu'il y ait à rechercher ce qu'il y a de plus fécond dans l'héritage pragmatiste contemporain. Donc j'en parlerai, mais peut-être pour dire aussi pourquoi il me semble que certaines des propositions qui sont les siennes sont un petit peu laissent un peu sur sa faim le pragmatiste qui voudrait essayer de continuer à faire travailler aujourd'hui de façon convaincante ce concept. En tout cas, c'est vrai que dans un passage que cite Hugh Price dans ce livre de 2011, Naturalism Without Mirrors, donc paru Oxford University Press, 336 pages, Price cite un passage de Simon Blackburn qui dit que, selon maintenant la phrase est assez connue, qu'il y a, pour reprendre les termes de Simon Blackburn, une rivière contemporaine, un fleuve contemporain qui s'intitule parfois pragmatisme et qui est le déni des différences, la célébration du réseau sans couture du langage, l'adoucissement, soothing away, l'apaisement en quelque sorte de toutes les distinctions, que ce soit entre qualité première et seconde, entre fait et valeur, entre description et expression, ou de toute espèce significative de choses. Ce qui reste, dit Blackburn, c'est une conception smooth, indifférenciée du langage, tantôt une espèce nuancée d'anthropomorphisme ou de réalisme interne, tantôt la thèse selon laquelle aucune conception n'est possible. Minimalisme, déflationnisme, quiétisme.
Alors, n'est-ce pas, l'objectif du séminaire, en commençant à entreprendre la révélation du pragmatisme, c'était justement de voir s'il était possible, sinon de donner du pragmatisme une autre image. Alors, je crains fort qu'elle soit pour une très large part correcte, cette image, de commencer à envisager pour le pragmatisme une visée différente, plus conforme sans doute dans l'esprit de celui qui, qu'on le veuille ou non, fut le fondateur, Peirce. Je n'ai pas la prétention, naturellement, d'avoir en ces quelques séances, au terme des exposés que nous avons entendus, donné toute la mesure de ce en quoi pourrait consister ce nouvel objectif, mais il me semble que nous avons déjà vu se dessiner certains contours dont, je pense, nous pourrons reparler dans la discussion. Je voudrais donc aujourd'hui surtout insister pour ma part sur certains points, voyez-vous, qui me semblent que nous devons garder à l'esprit si nous voulons pouvoir poursuivre cette tâche avec fruit. Et donc je vais me concentrer sur l'un de ces aspects dont nous n'avons pas encore beaucoup parlé, mais que j'avais évoqué lors de la première séance. La question de savoir si, et pour moi elle est vraiment cruciale, oui ou non, comme le pensait James, le pragmatisme va de pair avec le nominalisme, ou comme le pense encore aujourd'hui quelqu'un comme Hugh Price, donc avec la plupart des pragmatistes, avec l'antiréalisme, ou bien si au contraire, il n'implique pas, ainsi que le pensait Peirce, le réalisme. Et si c'est le cas, quelles raisons fortes nous pourrions avoir aujourd'hui de défendre cette position? Incidemment, le cas de Hugh Price, comme je vous le disais, est intéressant parce que Hugh Price appartient, parmi les philosophes australiens, à une minorité, puisqu'il n'est pas réaliste, contrairement à la plupart de ses collègues. On peut penser aussi qu'il ne relève pas en toute rigueur de cette branche du pragmatisme qui est la cible de Blackburn. Car, en tout cas, c'est pour ça qu'a priori sa démarche est plus intéressante, si vous voulez. Sa propre version du pragmatisme est censée surtout respecter le mot d'ordre de Wittgenstein, « I'll teach you differences ». Donc son style, par ailleurs, est argumentatif, analytique, même s'il est résolument métaphilosophique. Mais le livre est bien, c'est vrai, comme je l'ai dit, une suite d'essais écrits sur un laps de temps de plus de 20 années, avec donc une introduction générale, mais il y a un thème unificateur qui traverse le livre, c'est bien celui-ci, c'est une critique de la métaphysique et de la sémantique réaliste, et une défense d'une version généralisée de quasi-réalisme, ce que Price appelle alternativement pluralisme, expressivisme global, pragmatisme et naturalisme sans miroir. Bon. Alors je pense que c'est tout le contraire. Le pragmatisme implique le réalisme, et donc je voudrais essayer de donner quelques arguments en ce sens. Pourquoi le pragmatisme implique le réalisme pour Peirce? Revenons aux sources. Il l'implique d'abord parce que, vous vous en souvenez, le pragmatisme, c'est d'abord une thérapeutique. Avant d'être une doctrine, telle du moins qu'il le conçoit, c'est une méthode philosophique dont le but est d'élucider le sens de nos concepts, de nos distinctions grammaticales ou réelles, de façon à clarifier, voire à éliminer les pseudo-problèmes dont la métaphysique est encombrée. Bon. Or, l'importance décisive, aussi bien pour la logique que pour la métaphysique et la morale du problème des universaux, considère Peirce, n'a d'égal que l'obscurité et l'inintelligibilité des exposés qui lui sont consacrés, notamment en raison des ambiguïtés du langage ordinaire. Le malentendu le plus grossier et le plus tenace en particulier, pour lui, est celui qui consiste à croire que la querelle des universaux a quoi que ce soit à voir avec, dit-il, des idées platoniciennes. Je lis le passage. On ne doit pas s'imaginer qu'aucun éminent réaliste du XIIIe ou du XIVe siècle soutenait qu'un universel est ce qu'en français on appellerait une chose, comme l'avaient fait, semble-t-il, à une époque antérieure certains réalistes et certains nominalistes aussi, même si ce n'est pas tout à fait sûr puisqu'on a perdu leurs écrits. Leur définition même d'universel admet qu'il soit de la même nature générique qu'un mot, à savoir ceci, quod natum aptum est predicari de pluribus. Leur doctrine ne disait pas non plus qu'un universel lui-même est réel,
Peut-être certains, c'est vrai, le pensaient-ils, mais leur réalisme ne tenait pas dans cette opinion. Il tenait en ce que pour eux, ce que le mot signifie, par opposition à ce qu'on peut en dire vraiment, est réel. N'importe qui peut penser que le, entre guillemets, est un mot français. Ce n'est pas cela qui fera de lui un réaliste. Mais s'il pense que le mot dur soit lui-même réel ou pas, que la propriété, le caractère, le prédicat dureté n'est pas une invention des hommes, comme l'est le mot, mais se trouve réellement et vraiment dans les choses dures, et unique en elles toutes, sous la description d'une habitude, d'une disposition ou d'un comportement, alors oui, il est réaliste. Fin de citation. Deuxième caractéristique de la position, c'est donc, vous voyez d'emblée, une opposition au réalisme métaphysique ou platonisme. Le problème pour Peirce n'est donc pas de savoir s'il y a des universaux en dehors de nos idées ou de nos mots. L'alternative esse inanima ou esse extra animam est fausse. Les universaux sont naturellement des mots ou des concepts. Mais ne sont-ils que cela? Ce qui oppose donc les réalistes et les nominalistes, c'est, dit-il, la question du fundamentum universalitatis. Toute autre conception n'est qu'une caricature de la pensée scolastique. Le problème correctement posé du réalisme devient alors celui-ci. Vous voyez, je cite, « Le réel, c'est non pas ce qu'il nous arrive d'en penser, mais ce qui reste inchangé par ce que nous pouvons en penser. La question est donc de savoir si homme, cheval et autres noms de classe naturelle correspondent à quelque chose que tous les hommes ou tous les chevaux ont réellement en commun, indépendamment de notre pensée, ou bien si ces classes sont simplement constituées par une similitude à la manière dont notre esprit est affecté par des objets individuels qui n'ont en eux-mêmes aucune espèce de ressemblance ou de rapport. C'est écrit en 1871, c'est dans le volume 8-12, le texte a été aussi traduit en français, vous trouverez la référence facilement dans le premier volume des œuvres de Peirce. Comment expliquer cependant que certains nominalistes n'adoptent donc en fait aux yeux de Peirce qu'une nouvelle forme de platonisme? Vous voyez, bon. Eh bien, c'est parce que, justement, habitués comme ils le sont à n'admettre comme réel que des existants singuliers, ils finissent par imaginer que, je le cite, tout ce qui est réel doit avoir le même mode de réalité que toutes les autres choses. Fin de citation. Et que la réalité est quelque chose d'indépendant de la relation représentative. Or, quand un réaliste scolastique affirme que les universaux sont réels, il ne veut pas dire qu'ils existent et qu'on peut les découvrir comme un crabe sous un rocher. Il faut justement nettement distinguer l'existence, qui est la catégorie de la réaction à l'environnement, le mode d'être de l'individu, qui relève de ce que Peirce va appeler la seconde catégorie, secondness, et la réalité, qui relève de la troisième catégorie, ou thirdness, et constitue le mode d'être, à proprement parler, des universaux. C'est la seule manière d'éviter les fictions métaphysiques. Vous voyez ? Bon. Alors, si vous essayez de voir justement quelle réflexion Hugh Price aujourd'hui manifeste relativement à cette question. Ce qui est tout à fait intéressant, j'ai dit qu'il se situait plutôt dans le courant antiréaliste, à la différence, vous voyez, de ses compatriotes australiens. C'est vrai que l'un des intérêts de l'ouvrage consiste à faire au fond une sorte d'état des lieux et des différents degrés, aussi bien sur le plan de la branche métaphysique du problème du réalisme que sur le plan sémantique, n'est-ce pas, du réalisme, de la branche sémantique du réalisme. On pourrait dire que du côté de la branche métaphysique,
à certains égards, vous voyez, il est proche, c'est vrai, de certains métaphysiciens contemporains, y compris de ses compatriotes, réalistes et physicalistes, qui veulent se poser la question de savoir qu'est-ce qu'il y a, de quoi est fait le monde, n'est-ce pas? Bon, de ce point de vue, si vous vous souvenez de ce que, par exemple, quelqu'un comme Frank Jackson dit dans son beau livre From Metaphysics to Ethics, le problème important, si du moins vous êtes naturaliste et physicaliste, c'est-à-dire que vous soutenez que toutes les vérités sont bien quelque chose qui se trouve dans la portée même de la nature, c'est-à-dire que qu'on doit placer au sein même du monde naturel, c'est un problème, dit Jackson, de placement, de localisation, placement problem. Voilà. On doit pouvoir placer différentes vérités qui sont prima facie non physiques, c'est-à-dire les vérités, par exemple, relatives à des qualités secondes, biologiques, psychologiques, mais aussi éthiques, esthétiques, modales, mathématiques, causales, probabilistes, sur l'arbre. Bon, alors, justement, si vous êtes, comme l'est par exemple Frank Jackson et d'autres partisans de ce qu'on appelle le plan Canberra, hein, c'est-à-dire un réaliste réductionniste, vous allez dire que toutes ces vérités sont des vérités qui se réduiront en dernière année à des vérités sur la physique. À l'inverse, vous pouvez aussi accepter une forme de réalisme naturaliste tout en augmentant, pourrait-on dire, la portée des faits naturels, par exemple les faits concernant la conscience en particulier, ou bien accepter qu'il n'y a pas du tout de faits naturels, hein, en épousant par exemple une forme de non-naturalisme mouréen sur les valeurs, hein, qui serait ici le paradigme, ou vous pouvez encore, si je suis l'arbre métaphysique, n'est-ce pas, du problème du réalisme, vous pouvez encore adopter différentes stratégies antiréalistes ou non factualistes. Par exemple, la stratégie la plus radicale est celle qu'on appelle l'éliminativisme ou l'irréalisme dans différents domaines. Cela consiste à dire, si vous voulez, qu'il n'y a tout simplement aucune espèce de fait tels que ceux qui résistent tout simplement à simplement leur ancrage au sein même du monde naturel, et que donc nous sommes absolument incapables de parler de ce type de faits. Il n'y a pas de faits moraux, dit John Mackie, il n'y a pas de faits sémantiques, vous dira Quine, il n'y a pas de faits psychologiques, va vous dire un philosophe comme Stephen Teach, il n'y a pas de faits modaux, dira Quine, il n'y a pas de faits mathématiques. Et là, vous avez la position mathématique, par exemple, de Hartree-Field. Bon. Il y a maintenant, si vous poursuivez les branches de l'arbre, n'est-ce pas, une autre branche qui a acquis un certain intérêt récemment, c'est ce qu'on appelle justement l'instrumentalisme ou le fictionnalisme. L'idée est que les faits en question, donc faits modaux, éthiques ou psychologiques, si vous voulez, sont simplement des fictions utiles, mais qui n'ont qu'une simple valeur heuristique. Par exemple, c'est ce que disait déjà Bentham en droit, Van Frassen pour la science, Dennett pour la psychologie, Rosen pour la modalité, Calderon pour la métaphysique. Voilà une série d'exemples, si vous voulez, de partisans, ce qu'on pourrait appeler un courant antiréaliste fictionnaliste. En tout cas, la stratégie, pourrait-on dire, aujourd'hui, presque la plus répandue, dans le contexte qu'on pourrait dire non factualiste, si vous voulez, de cette branche antiréaliste de l'arbre, c'est ce qu'on appelle l'expressivisme ou le non-cognitivisme, selon lequel certaines sortes d'énoncés n'énoncent absolument aucune espèce de fait, mais sont simplement des expressions de nos attitudes, si vous voulez, même si l'expressiviste, à la différence de l'irréaliste et du fictionnaliste, ne dit pas que ces énoncés sont en toute rigueur faux, puisqu'il s'abstient précisément de parler en termes de vérité. L'expressivisme en particulier a connu des développements tout à fait intéressants, c'est vrai, récemment, en éthique. Bon, c'était déjà le cas, évidemment, chez David Hume, mais plus tard chez ailleurs, Stevenson, et puis repris chez justement un auteur comme Simon Blackburn.
chez Allen Gibbard et plus récemment chez Schroeder. Bon. Enfin, vous avez, dirais-je, une autre branche encore sur l'arbre métaphysique antiréaliste que je qualifierais grosso modo de courant, alors là franchement quiétiste, déflationniste, neutraliste, hein, avec toutes les différentes variantes de minimalisme qui vont de Ramsey à Wittgenstein, Carnap, John Horwich, McDowell et jusqu'à un certain point Crispin Wright. Bon, si vous voulez, je brosse à large trait un tableau, le tableau contemporain mais qui est la reprise justement du tableau tout à fait utile que brosse Hugh Price aussi dans son livre, et qui met en place relativement les différentes formes, vous voyez, que prennent aujourd'hui les différents antiréalismes. Bon, alors, il me semble que une chose est de dire que le réalisme métaphysique est mort, autre chose est de dire que la seule manière de l'éviter, c'est de se lancer du côté de cette branche, j'allais dire morte, non, puisqu'elle est très vivante, paraît-il, sur l'arbre métaphysique. Ce qui est sûr, c'est que, c'est le deuxième point sur lequel je voulais insister, parce que c'est le point justement qui est très très important dans l'approche peircienne et qui va le devenir aussi dans l'approche putnamienne pragmatiste du pragmatisme, c'est qu'il ne peut pas y avoir de réalisme qui ne soit pas de type sémantique, pour les raisons que nous venons de voir, n'est-ce pas? Bon. Et alors, là encore, essayons, avant de préciser, quel est, dans le cas de Peirce, justement, ce qui me paraît être là encore une version sur l'arbre sémantique, sur la branche sémantique particulièrement intéressante. Du côté sémantique, aujourd'hui, si on résume un peu les choses, si vous voulez, la situation se présente de la façon suivante. Comment est-ce qu'on peut rendre compte de la vérité, de la signification, de la référence, et de quels énoncés peut-on dire qu'ils ont la capacité de véhiculer la vérité? On pourrait dire que l'aptitude à la vérité, si vous voulez, est l'équivalence sémantique du problème du placement en métaphysique. Alors, les réalistes sont généralement entendus comme des philosophes qui sont relativement maximalistes, relativement justement à cette aptitude à la vérité. Ils considèrent que la plupart des phrases, des énoncés, sont vériconditionnels, qu'ils ont généralement ce qu'on appelle des vérifacteurs, qui représentent ainsi une réalité indépendante, n'est-ce pas, même si certains d'entre eux peuvent être, pour certains domaines, donc localement expressivistes. Bon. Mais sur la branche opposée du côté donc sémantique de l'arbre, nous avons là toute une série de positions anti-représentationnistes. Bon, les nihilistes, déjà, c'est simple, sur la signification, ni tout simplement qu'il y ait quoi que ce soit comme quelque chose qui s'appellerait la signification. Grosso modo, c'est déjà ce que vous trouvez dans une forme de scepticisme qu'on prête à Kripke. C'est la position aussi que vous trouvez chez des auteurs comme Steven Schiffer et emblématiquement chez Richard Rorty. Les irréalistes sont d'accord, grosso modo, sur le critère de conditions de vérité, mais ils considèrent que certaines classes d'énoncés éthiques, modaux, sont littéralement faux. Les instrumentalistes et les fictionnalistes construisent pour leur part les classes comme des fictions et essaient de les paraphraser en suivant le plus souvent des techniques telles que ce qu'on appelle les descriptions russelliennes ou bien les énoncés à la Ramsey. Bon. Les expressivistes, non cognitivistes et quasi-réalistes, donc si je prends, vous voyez, le tableau du côté de la sémantique, considèrent qu'on a besoin de paraphrases complexes pour rendre compte du fait que même si les énoncés cibles, si vous voulez, ne sont pas aptes à la vérité, ils peuvent néanmoins sauver les phénomènes relativement, si j'ose dire, à la vérité et à la fausseté. Et donc, ils font comme si
on pouvait construire ces énoncés d'une manière réaliste. Vous voyez, c'est comme si. Bon. Quant aux quiétistes, déflationnistes et minimalistes, eh bien, ils admettent que les discours ont bien des conditions de vérité, mais seulement d'une manière très faible et très peu engagée, n'est-ce pas, puisqu'ils nient que les conditions de vérité et les conditions de référence soient réalistes autrement que par politesse. C'est un compliment, une tape que vous donnez, que vous accordez conversationnel, n'est-ce pas, pour dire comme Rorty, que vous accordez. Toutes ces stratégies acceptent l'idée selon laquelle la vérité est quand même la dimension sémantique centrale du discours. Bon. Or, une sémantique antiréaliste nie même ce point et va construire la signification en termes de conditions d'assertabilité. Et c'est vrai que si vous essayez de penser à ce que font de façon générale les pragmatistes, que ce soit la plupart des pragmatistes classiques, Dewey, mais aussi quelqu'un comme Michael Demet, n'est-ce pas, c'est ainsi que se construit le concept de vérité, en termes de conditions d'assertabilité ou en termes aussi de conditions inférentielles. Ça, c'est plutôt la position dont nous a parlé Steiner, n'est-ce pas, de la position que vous trouvez chez Wilfried Sellars ou chez Robert Brandom. Bon. Alors, c'est vrai que on peut considérer que Price essaie d'une certaine manière de faire toute une série de tentatives pour d'abord tracer toute la carte de ces différentes options et puis de trouver la bonne. Mais est-ce que c'est la bonne? J'en suis pas convaincue. En tout cas, je dirai tout à l'heure peut-être pourquoi il me semble qu'il y en a une meilleure. En tout cas, si je reviens à l'affirmation du réalisme sémantique, coloration Peirce initiale, vous voyez, pour lui, un réaliste, eh bien, c'est simplement, je le cite, quelqu'un qui sait qu'il n'y a pas plus de réalité cachée que celle qui est représentée dans une représentation vraie. Puisque donc le mot homme est vrai de quelque chose, ce que homme signifie est réel. Le nominaliste, dit-il, doit admettre que homme est vraiment applicable à quelque chose. Mais il croit qu'il y a derrière cela une chose en soi, une réalité inconnaissable. L'invention métaphysique, c'est la sienne. Les nominalistes modernes sont la plupart du temps des hommes superficiels qui ne savent pas, comme le savaient eux, les plus profonds Rosselin et Occam, qu'une réalité qui n'a pas de représentation est une réalité qui n'a ni relation ni qualité. Fin de citation. Il y a donc, selon lui, un platonisme nominaliste, vous voyez, qui consiste à concevoir l'existence des choses indépendamment de toute relation à la conception qu'en a l'esprit. Le réaliste scolastique, c'est au contraire quelqu'un qui va refuser d'introduire des entités universelles ou singulières qui seraient totalement indépendants de la pensée et de la signification. D'où le sens, vous voyez, profond de cette formule, le réel est ce qui signifie quelque chose de réel. Peirce poursuit, le fond de tous les arguments nominalistes, on le voit, se rapporte à une res extra animam, tandis que le réaliste défend sa position en assumant simplement que l'objet immédiat de la pensée, dans un jugement vrai, est réel. C'est ce qui lui permet, vous voyez, de renvoyer au fond dos à dos conceptualistes, nominalistes et platoniciens. Ou bien ils ne font que soutenir, dit-il, des truismes sur la pensée, va pour les conceptualistes, ou bien ils admettent, dit-il, qu'il est possible à un moment donné de la recherche de sortir du domaine de la représentation et du langage. Dans les deux cas, ils cèdent à ce que David Peirce appelait, il y a déjà un certain nombre d'années, l'impérieux besoin métaphysique et protéin de transcender le langage, comme si l'on pouvait parvenir à des éléments simples, ultimes, inanalysables. Et tel sera justement l'esprit de la critique qu'il fera dès 1868 de l'intuition, des sensations simples, du fondationalisme sous toutes ses formes. Restera aussi à déterminer, vous vous en doutez, comment et pourquoi les universaux sont réels, c'est-à-dire
ne se réduisent pas à ce que nous pouvons en dire ou en penser. Et d'ailleurs, il jugera de ce point de vue Duns Scott trop nominaliste et modéré, parce que celui-ci conclura, dit-il, trop facilement du logique au physique, premièrement, et deuxièmement, s'imaginera qu'on peut régler le problème des universaux en inventant une sorte de contraction possible de l'universel dans l'exeitas. Mais avant de critiquer Duns Scott, voyons quand même ce que le réalisme peircien doit au réalisme scottiste, et c'est mon troisième point. Plusieurs aspects du réalisme du scottisme retiennent en effet l'attention de Peirce. Premièrement, Duns Scott insiste, pour ceux d'entre vous qui le connaissent un peu, à maintes reprises sur la nécessité de ne pas confondre le réalisme avec une forme ou une autre de réisme. C'est un point qu'a souvent noté Étienne Gilson. Il n'y a pas chez lui de réisme de l'universel ou de la nature commune. Il n'y a pas d'universel dans les choses, mais seulement un universel de la communauté que l'on peut dégager à titre de condition de possibilité du réel. Deuxièmement, Peirce reprend de très près la tripartition elle-même fortement inspirée, bien que modifiée, d'Avicenne, que Duns Scott effectue entre l'universel métaphysique, l'universel logique et l'universel physique. Je rappelle brièvement les axes de la position scottiste. L'universel métaphysique, c'est la nature commune ou l'essence qui existe dans une pluralité d'individus de même espèce, non pas sous la forme d'une existence actuelle dans des objets physiques concrets, mais telle qu'elle, indépendamment de toute concrétisation, dans son état d'indétermination ou d'indifférenciation positive. La nature commune n'est donc, vous le voyez, ni un singulier doté d'une unité numérique, ni un universel qui n'aurait d'autre unité que celle de la prédicabilité logique, mais, pour reprendre la formule de Gilson, un entre-deux qui ne se confond avec aucun des deux et qui ne s'y réduit pas davantage. L'universel physique est en effet le résultat de la contraction de la nature commune dans son état originel d'indétermination sur le mode de l'individualité, par addition du principe d'individuation qui est l'exeitas à la nature commune. L'universel logique, à présent, confère à l'universel métaphysique son unité logique ou intellectuelle sans pour autant lui conférer sa communauté réelle ou métaphysique. Suivant Duns Scott, Peirce va admettre certaines réalités ou formalitates métaphysiques qui ne se réduisent donc, vous le voyez, ni à des supposites physiques, ni à des non conventionnels, puisque leur unité réelle, si elle est bien découverte par l'intellect, n'est pas produite par lui. Il faut donc absolument distinguer généralité logique et communauté réelle. Je vous renvoie ici au texte dans Les œuvres philosophiques, volume 1, page 146. Une fois ce réalisme scotiste posé, une autre caractéristique du réalisme, la référence, c'est dans le volume 1 des œuvres, page 146. C'est les textes qui, dans les Collected Papers, sont dans le compte rendu Fraser de l'édition de Berkeley, où il reprend toutes ces questions. C'est le fameux texte dans le volume 8, 17, 18, etc. C'est dans ces passages-là. Alors, donc, réalisme, scotisme, nouvelle caractéristique, réaliste, dit parfois Peirce aussi, scolastique extrême. Qu'est-ce à dire? D'abord, c'est très important, je crois, de le noter, parce que ça me paraît être une idée que nous devons pouvoir reprendre aujourd'hui dans une défense de ce que pourrait être un pragmatisme réaliste convaincant.
Je pense que ce qui est très très intéressant et original dans la position peirsienne, c'est que c'est essentiellement d'abord un réalisme anti-réductionniste, voire ce qu'on pourrait appeler un réalisme de l'indéterminé ou du vague, que ce soit au niveau logique, au niveau physique, au niveau épistémologique ou au niveau ontologique. Critiquer le nominalisme pour Peirce, cela veut dire en effet refuser toute forme de réductionnisme. C'est cette indétermination, cette indifférenciation de l'ens reale, vous voyez, qui retient l'attention de Peirce et qu'il considère comme l'un des aspects importants, justement, de l'affirmation avicénienne puis scotiste de la réalité des universaux. Je le cite, « Le grand argument, dit-il, en faveur du nominalisme est qu'il n'y a aucun homme, sauf s'il y a un homme particulier. Mais cela n'affecte pas le réalisme de Scott. Il y a une grande différence entre homme indépendamment de ce que peuvent être les autres déterminations et homme avec telle ou telle série particulière de déterminations. Il faut au contraire, dit Peirce, ne pas céder au préjugé occamiste, selon lequel, dans la pensée, l'être, le développement, l'indéfini, est dû à une dégénérescence d'un état premier parfaitement défini. La vérité est plutôt du côté des réalistes scolastiques pour qui le non fixé est l'état originel et le défini et le déterminé ne sont en grande partie que des approximations sur le plan du développement, de l'épistémologie et de la métaphysique. 6, 348, voyez aussi 4, 344. Eh bien, cette universalité réelle et indéterminée, Peirce la voit à l'œuvre partout, dans la connaissance, dans la pensée en général, qui s'exprime, nous l'avons vu la dernière fois, n'est-ce pas, sous la forme foncièrement du signe, et son idée est que puisqu'aucune connaissance que nous pouvons avoir n'est absolument déterminée, eh bien, les universaux doivent avoir une existence réelle. Il suffit pour s'en convaincre de prendre un exemple familier, c'est l'exemple que je prends souvent, mais je crois qu'il est à la suite de Peirce, parce qu'il est très éclairant. Supposons que vous soyez une ménagère et que vous décidiez de préparer une tarte aux pommes. Comment est-ce que vous allez procéder? Vous allez commencer par suivre une série de règles dans votre livre de recettes, avec évidemment seulement en tête, non pas telle ou telle tarte aux pommes en particulier que vous avez envie de servir, mais même si c'est bien une tarte aux pommes et à quelqu'un en particulier que vous destinez, n'est-ce pas, cette tarte. Bon, eh bien, il en va de même, l'exemple est dans 1, 341. Il en va de même pour les gestes qu'accomplit la ménagère dans la confection de sa tarte, n'est-ce pas, même si elle doit utiliser des pommes particulières. Son indifférence à l'égard de telle ou telle pomme en particulier, sauf si elle est maniaque, n'est-ce pas, montre bien que c'est une pomme et non telle pomme particulière, si ce n'est peut-être telle espèce, rainette, clochard, Grady Smith, etc., ou telle qualité, qui ne soit pas pourrie, etc., de pomme qu'elle veut. Vous y êtes? Bon. Donc là encore, ce qui est premier, c'est le général, ce n'est pas le particulier. Prenez la logique, à présent. Quelles que soient les modifications que Peirce apportera à sa logique, notamment à partir de 1885, notamment avec l'introduction des indices et l'ébauche d'une véritable logique de la quantification, quelle que soit aussi l'importance sans cesse accrue que jouera sur le plan phénoménologique la seconde catégorie, celle de l'existence, Peirce ne cessera de dire qu'un individu logique absolument déterminé est absolument impossible. Je cite, texte fameux cette fois que vous trouvez en 3.93, non seulement l'individu absolu ne peut se concevoir par la perception ou la pensée, mais il ne peut à proprement parler exister, car ce qui dure, ne serait-ce qu'un instant aussi bref soit-il, est susceptible de division logique, car pendant cette fraction de seconde, il subit un changement dans ses relations. Mais ce qui n'existe pas, ne serait-ce qu'un instant aussi bref soit-il,
n'existe pas du tout. Par conséquent, tout ce que nous percevons, tout ce que nous pensons, ou tout ce qui existe est général. Dans cette mesure, il y a du vrai dans la doctrine du réalisme scolastique. Mais tout ce qui existe est infiniment déterminé. Et l'infiniment déterminé, c'est l'absolument individuel. Ceci peut paraître paradoxal, mais la contradiction est facile à lever. Ce qui existe, dit Peirce, c'est l'objet d'une pensée vraie. Cette pensée peut être rendue plus déterminée que toute autre forme de pensée. Et donc elle n'est jamais si déterminée qu'elle ne soit susceptible d'une détermination ultérieure. Ceci vous aura rappelé, je pense, la fameuse chaîne indéfinie des interprétants que nous avons posée dans le cadre de sa sémiotique. Donc, Peirce ira même plus loin, puisqu'il développera une véritable sémiotique du vague. N'est-ce pas ? Le vague et le général sont chez lui les deux formes que prennent l'indétermination réelle, et non, si vous voulez, un défaut de la pensée ou de la connaissance. Ce pourquoi, d'ailleurs, il considérera toujours qu'on ne peut pas plus renoncer dans le domaine de la logique au vague, que l'on ne peut renoncer au frottement dans celui de la mécanique. En épistémologie, à présent, cette prédominance, si vous voulez, de l'indéterminé se retrouve à travers l'option radicalement faillibiliste qui est la sienne, c'est-à-dire la thèse selon laquelle notre certitude ne peut jamais être tenue pour absolument et définitivement établie. Vous voyez, 1, 13, 14. Mais aussi dans la démarche scientifique. L'attitude du savant, elle n'est en un sens rien d'autre que celle de la ménagère. Ce qui l'intéresse dans une expérience, ce n'est pas tel morceau ponctuel d'or, d'acide. Sa recherche vise non pas l'échantillon particulier, Ikenpunkt, mais la structure moléculaire, c'est-à-dire une certaine nature, vous voyez, qui n'est en soi ni particulière, ni universelle, donc ni particulière parce que le cas singulier n'est qu'une contraction de cette nature, ni universelle parce que l'universalité n'est pas actuelle mais potentielle, sous la forme, je l'ai dit, d'une habitude, d'une disposition ou d'une tendance prédicable. Vous vous souvenez de ce qu'il a dit, de la définition de ce que c'est que dire d'un corps qu'il est dur. Bon. Quand un expérimentateur, écrit-il, parle d'un phénomène tel que le phénomène de Hall, il ne veut pas signifier par là un quelconque événement particulier qui est arrivé à quelqu'un dans un passé enterré, mais ce qui arrivera, ou révolu, mais ce qui arrivera certainement à tout le monde dans un futur bien vivant et qui remplira certaines conditions. Fin de citation, 5, 425. Mais en ontologie, c'est également le cas. Peirce trouve en effet Scott, comme je l'ai dit, trop modéré et trop proche des nominalistes, parce que pour lui, l'universalité réelle, justement, ne doit pas être seulement indéterminée relativement à l'esprit, elle doit l'être in re. Or, Duns Scott dit que les universaux sont contractés sur le mode de l'individualité dans les singuliers. Eh bien, cette négation de la contraction scotiste a pour corollaire chez Peirce l'affirmation d'une réalité de la loi, de la médiation, de la généralité. L'universel in re, ce n'est donc pas, vous le voyez, un singulier qui aurait quelque chose de commun avec tous les singuliers de son espèce, c'est la loi. Et du coup, la vraie question n'est plus les universaux sont-ils réels, mais les lois ou les types généraux sont-ils réels ou de pures inventions de l'esprit. Donc vous voyez, il faut faire opérer une sorte de révolution copernicienne, si vous voulez, au problème des universaux. Et donc, le problème de Peirce, à un moment donné, devient celui-ci. Comment démontrer, évidemment, si on veut faire un peu mieux que dans Scott, que les lois ou les principes généraux sont réellement opérants dans la nature? Question qu'il pose en 501. Puisque, évidemment, il faut se garder ici d'une autre erreur de Duns Scott qui le faisait conclure trop vite de la logique à la physique.
Peirce a ceci contre Scott. Les scotistes étaient complètement dépourvus de sens critique quand ils acceptaient des classes comme naturelles et semblaient penser que le langage ordinaire est une garantie suffisante en la matière. 6, 361. Sans doute à juste titre, Peirce estime donc que Duns Scott a trop vite assumé, sur la base de l'existence du terme général approprié, une nature réelle correspondance. Si vous voulez, une sorte d'engrenage naturel entre l'aspect sémantique du problème et son aspect métaphysique, comme on le retrouve aujourd'hui encore dans certains efforts, certaines tentatives menées le long des rives kripkéennes et putnamiennes. Bien, nous avons parlé tout à l'heure. Bon, la réalité, Peirce considère, lui aussi, ce n'est pas quelque chose qui découle ipso facto de l'existence du mot qui convient. Seules les découvertes de la science peuvent montrer que des choses qui ont le même nom sont réellement semblables et qu'il existe des lois réelles et pas seulement des uniformités accidentelles. Les scotistes ont donc eu le tort d'élaborer leur vaine distinction logique comme devant exclure toute investigation physique. Il va appartenir justement au pragmatisme tel que le conçoit Peirce de conserver l'héritage scotiste tout en l'adaptant, dit-il, aux exigences de la science moderne. Mais à la limite, c'est tout ce qu'il y a à faire si on veut développer un pragmatisme conséquent. Il le dit en 1.6, en 4.40, en 1.560. Il est en effet convaincu, depuis sa lecture notamment de l'ouvrage de Abbott, Scientific Theism, que, je cite, « la science a toujours été en son cœur réaliste et qu'elle doit le rester. Vous comprenez mieux aussi pourquoi, dès lors, il pense que, je cite, « jamais le pragmatisme n'aurait pu entrer dans la tête de quelqu'un qui n'eût pas déjà été convaincu de l'existence d'universaux réels. » Fin de citation. 5, 503. Deuxième conséquence de ce réalisme scolastique extrême, c'est donc un réalisme scientifique appuyé sur la logique et les mathématiques. Ce qui retient Peirce est que ce quod quid est dont parle Scott, n'est-ce pas, qui est donc, vous le voyez, comme on l'a dit, antérieur à ses manières d'être et objet propre du métaphysicien, est cependant en puissance de détermination, à égale distance du physicien, qui le considère dans ses déterminations concrètes, et du logicien, qui le considère comme déterminé à l'universalité. D'où, de fait, la nécessité en métaphysique d'un point de départ logique. Duns Scott a simplement eu le tort de plaquer les classifications logiques sur le réel sans tenir compte des leçons de l'expérience. Eh bien, soit le pragmatisme est ce qui va permettre la liaison acceptable. La question du réalisme et du nominalisme, écrit Peirce en 8-18, c'est la question de savoir jusqu'où les faits réels sont analogues aux relations logiques et pourquoi. Fin de citation. Mais pour montrer, vous voyez, que les principes logiques ne sont pas valides uniquement de façon régulative, mais sont bien des vérités d'être, comme il le dit, encore faut-il partir de la logique. N'oubliez pas, l'une des deux idées forces du pragmatisme dans sa version kantienne, c'est qu'il est entièrement issu de la logique formelle, la seconde idée force étant que toute pensée est en signe. Donc, telle va devenir la méthodologie pragmatiste incontournable. C'est même la seule manière, dit Peirce, de vaincre la citadelle du nominalisme. On ferait bien de s'en souvenir aujourd'hui, quand on est antiréaliste, de quelque persuasion que l'on soit. Peirce avoue en effet faire partie de ce groupe infortuné qui, dans le monde philosophique, est gouverné par cette conviction malheureuse qui le force à, je cite, fonder la métaphysique sur la logique formelle. Nouveaux éléments de mathématiques, volume 4, page 167. Eh bien, Peirce croit y parvenir à partir de ses travaux sur la logique des relatifs.
Et ces travaux sur la logique des relatifs ont, selon lui, un double effet. Premier effet, celui de révéler que les relations sont aussi fondamentales que les qualités et pourraient bien constituer l'essence de l'objet. Or, les formes scolastiques sont trop statiques pour révéler cette structure relationnelle, même si les scolastiques reconnaissent l'importance des habitudes et des dispositions. Donc, au lieu de chercher, vous voyez, l'essence de la chose, une essence qualitative d'où découlerait le comportement de la chose, Peirce va désormais identifier l'essence de la chose à la somme des habitudes ou des dispositions qu'elle renferme. Le second effet de la logique des relatifs, c'est de mettre en relief, parallèlement aux recherches mathématiques qu'il effectue aussi, l'importance capitale du concept de continuité. Voici ce qu'il dit, toujours dans les Nouveaux éléments de mathématiques, volume 4, page 343. Le continuum est ce que la logique des relatifs révèle comme étant le véritable universel, car aucun réaliste n'est assez stupide pour soutenir qu'aucun universel n'est une fiction. Fin de citation. La continuité va donc devenir ainsi la catégorie troisième par excellence, un élément indispensable, dit Peirce, de la réalité, sous la forme de ce que va devenir ce qu'il appelle sa doctrine sunéquiste, à savoir la doctrine selon laquelle, je cite, « tout ce qui existe est continu ». Fin de citation. Le troisième effet du réalisme scolastique extrême, vous le voyez justement dans le passage de ce réalisme logico-sémantique au réalisme scientifique et même à un moment donné donc à un réalisme tout à fait clairement ontologique. Dès 1978, Peirce a jeté les bases, nous le savons maintenant, de la méthode à suivre dans les sciences pour déterminer la vérité d'une proposition donnée. Vous vous en souvenez, le sens d'une proposition est donné dans une autre proposition qui n'est qu'une description générale de tous les phénomènes expérimentaux virtuellement prédits par la proposition initiale. Ainsi, le sens de la proposition « ceci est dur » se traduira par « ceci ne sera pas rayé par d'autres substances » ou, comme l'autorise l'identification de toute proposition catégorique à une hypothétique ou conséquence, chose d'ailleurs qu'il retient là encore de son travail très précis et original sur la conséquence médiévale. Sur ce point, je répète, il adopte là encore, vous voyez, le traitement scotiste de la proposition classique comme une consequentia simplex dei nesse par un ensemble de conditionnels dont l'antécédent prescrit les opérations à effectuer et le conséquent les résultats observables qui s'ensuivront si ces opérations sont effectuées et si la proposition est vraie. C'est dans la lecture non plus indicative mais subjonctive du conditionnel que Peirce verra explicitement la marque de son adhésion de plus en plus nette au réalisme scolastique. Voici ce qu'il écrit. « Je suis moi-même allé trop loin en direction du nominalisme quand j'ai dit que c'était purement et simplement une question de commodité de langage qui nous faisait dire qu'un diamant est dur quand on n'appuie pas dessus, ou dire qu'il est mou jusqu'à ce qu'on ait appuyé dessus. Je dis maintenant que l'expérimentation prouvera que le diamant est dur comme un fait positif. C'est-à-dire que c'est un fait réel qu'il résisterait, would resist, à la pression, ce qui revient à un réalisme scolastique extrême. » Fin de citation. 8.208. Vous voyez que l'énoncé des conditionnels devient alors synonyme de l'expression d'une loi ou habitude qui gouverne l'expérience et qui va constituer le sens ultime de la proposition. Dire qu'un corps est dur ou rouge ou lourd ou d'un point donné ou qu'il a toute autre propriété, c'est dire qu'il est soumis à la loi et qu'il est donc un énoncé se rapportant au futur. Fin de citation 5.450. Ainsi, le réaliste scolastique est-il quelqu'un qui va considérer une loi de la nature comme étant réelle et comme ayant, dit-il, une sorte de esse in futuro, mettant par là même en avant
l'espèce d'universaux auquel la science moderne est la plus attentive. Cet universel, Peirce le nomme aussi, comme je l'ai dit, la troisième catégorie, la thirdness. Il implique notamment l'impossibilité, vous voyez, nous sommes encore dans l'antiréductionnisme, de réduire tout énoncé de la maxime pragmatiste à une somme finie d'expériences singulières. On ne parle que d'espèces générales de phénomènes expérimentaux. Mais aussi, les universaux ne sont pas de simples créations mentales, ce sont des principes actifs dans la nature. Et c'est très important de voir ici que Peirce, vous voyez, n'insiste pas seulement sur le caractère législatif, il n'insiste pas seulement sur le point qu'il s'agit d'espèces générales, il insiste sur le fait que la régularité elle-même a un caractère législatif. Il y a une sorte de tendance, de disposition à agir, ce qu'il appelle encore, dans sa formulation, un would-be, vous voyez, bon, qui est donc descriptible en termes généraux. Bon. Refuser enfin, vous le comprenez, de réduire le sens d'une proposition à des événements actuels, le faire résider dans des relations d'événements, c'est reconnaître aussi quelque chose de très très important, à savoir que la possibilité elle-même est réelle. Bon. Et donc, le réalisme scolastique peircien va dès lors affirmer autant, vous voyez, la réalité et l'irréductibilité du reste de la troisième catégorie, donc celle du général, qui est donc une des premières variantes de l'indétermination, qu'il affirme celle de la première, priméité, firstness, c'est-à-dire la catégorie du vague. Le maintien de cette indétermination irréductible, donc sous cette double forme du vague et du général, je crois, constitue vraiment l'originalité du réalisme peircien, tout comme est réelle la tendance à la généralisation, à la prise d'habitude, qui s'incarne sur le plan métaphysique dans le principe du sunékisme, corps de la généralité relationnelle, qui est la doctrine, comme je le disais, que tout ce qui existe est continu. Le réalisme aussi scolastique se fonde sur l'idée que est tout aussi réel, Peirce dit même que ce sur quoi le pragmatiste insiste le plus, c'est sur l'idée qu'il y a des vagues réelles et par conséquent, et particulièrement des possibilités réelles, 5.453, eh bien vous voyez, est tout aussi réel cet élément de possible, de spontanéité, de hasard qui interdit la réification de l'habitude et que l'on retrouve dans le tukisme, doctrine selon laquelle le hasard, chance, absolu, est un facteur de l'univers. Le troisième élément de la cosmologie peircienne étant, donc, une fois donné le sunékisme et le tukisme, ce qu'il appelle l'agapisme, c'est-à-dire l'idée qu'il développe selon laquelle l'évolution se produit selon une forme de manifestation progressive de ce qu'il appelle la raisonnabilité concrète, sans laquelle on ne peut pas comprendre justement comment on passe du vague au défini. 6.191. Bon, voilà grosso modo, vous voyez, très schématiquement brossé, les éléments importants de ce qui constitue le réalisme peircien, dont vous voyez qu'il est tout de même relativement original. Alors la question évidemment qu'on doit se poser dans un deuxième temps, c'est évidemment est-ce que ce réalisme, que lui considère comme étant absolument inextricablement lié, n'est-ce pas, au pragmatisme, fait de lui un pragmatiste ou au contraire l'empêche d'être un pragmatiste. Pour répondre à cette question, évidemment, on est obligé de se demander s'il y a pragmatisme et pragmatisme. Donc, je voudrais quand même dire quelques mots à présent sur ce point. Si on comprend mieux comment et pourquoi, pour Peirce, j'espère en tout cas, le pragmatisme implique le réalisme, reste donc cette question, ou le paradoxe soulevé au départ, qui tient au fait, comme nous l'avons vu, que le pragmatisme est plus souvent compris comme allant de pair avec une forme ou une autre de non-réalisme, instrumentalisme, opérationnalisme, vérificationnisme, nominalisme. Alors, il est évidemment tentant, et en fait assez fréquent, non seulement de dire qu'il y a autant de pragmatisme que de pragmatisme, vous l'avez vu au cours des exposés, souvent quelques-uns ont eu la tentation de le faire,
La plupart du temps, non. Donc j'en suis très heureuse. Il n'y a pas pragmatisme et pragmatisme, je crois. Bon. Ou en tout cas, il est tentant aussi d'opposer radicalement deux formes de pragmatisme en fonction de telle ou telle alternative. Bon. Alors, même si on peut donner du sens à ce clivage radical, comme Susanak, par exemple, a maintes fois souligné, en montrant comment, sur tous les points Peirce et les néopragmatistes, le néopragmatisme de Rorty était en opposition stricte, sans minimiser les différences, il y a sans doute plus de points d'accord, comme je l'ai dit, entre les pragmatistes, qu'il s'agisse des classiques comme James Peirce Dewey, ou de ceux qui se sont rattachés plus ou moins directement au courant, tels que Ramsay, Wittgenstein ou Putnam, qu'on ne veut parfois bien le dire. Bon, je n'en rappellerai pas les traits ici, je crois que j'en ai un petit peu parlé. Pour gagner du temps, en tout cas, je pense que ce sur quoi, en tout cas, il me semble que si on veut porter l'examen sur ce qui constitue vraiment les différences, je dirais que les différences ne résident sans doute pas vraiment entre eux, d'ailleurs Peirce lui-même a été le premier à le dire, mais plutôt sur toute une série de points qui ne sont pas du tout à ses yeux spécifiquement pragmatistes. Ce qu'il reproche vraiment le plus à James, par exemple, c'est une certaine psychologisation ou humanisation, d'ailleurs plus présente chez Schiller, et donc cette pente permettant de tomber entre les griffes des littérateurs et de ce qu'il appelle le raisonnement de pacotille. Et donc, les différences résident plutôt, à mon sens, dans les différences d'appréciation qu'on continue de trouver parmi les philosophes et les scientifiques sur des questions aussi importantes que faut-il orienter davantage la philosophie vers la littérature ou vers les sciences ? Faut-il, sur cette question du réalisme, l'aborder de façon unitaire ou ciblée ? Comment, si l'on admet une forme de réalisme scientifique, définir celui-ci ? Comme un réalisme sur les entités ? Sur les théories ? Doit-on considérer que le réalisme scientifique est d'entrée de jeu un engagement métaphysique ? Et si oui, quel type de réalisme ontologique doit-on défendre ? Eh bien, on retrouve ces questionnements encore aujourd'hui chez Putnam et bien entendu aussi chez Hugh Price, dont j'ai dit la réponse est en définitive claire. On opte pour la branche non réaliste de l'arbre métaphysique et sémantique. Bon, pourquoi ? Quelques mots juste sur Price, pour que ça ne fasse aucune espèce d'ambiguïté. Du point de vue sémantique, Price rejoint tout à fait les pragmatismes comme James, Dewey, Rorty, en niant que le langage soit fait pour être le miroir du monde. Et donc, il rejette toute l'imagerie représentationnaliste, ce qu'il appelle le grand miroir. Bon. Il se met aussi du côté de Wittgenstein, en ceci qu'il soutient que le langage a toute une variété d'usages distincts, et pour lui, on doit être attentif à la pluralité des manières dans lesquelles le langage fonctionne. C'est ce qui lui fait adopter une forme de pluralisme linguistique. Ensuite, Price exprime aussi des sympathies évidentes pour ce que j'ai appelé tout à l'heure l'antiréalisme sémantique et pour l'inférentialisme, mais aussi, par moments même, pour des formes de déflationnisme sémantique. Maintenant, du côté de la branche métaphysique, je dirais que Price rejette, c'est évident, le réalisme ontologique et le réductionnisme, et qu'il opte pour une version d'expressivisme, mais d'un expressivisme qui est global et pas seulement local. Il dit aussi ses préférences, comme les déflationnistes, pour justement plutôt des versions proches de ce qu'on appelle classiquement le neutralisme carnapien, n'est-ce pas ? Notamment dans son essai Metaphysics After Carnap, où il ressuscite en quelque sorte la distinction carnapienne entre les questions externes métaphysiques et les questions linguistiques ou internes. Last but not least, Price nie que la combinaison qui en résulte, c'est-à-dire sa métaphysique et sa sémantique pragmatiste, expressiviste, pluraliste, soit incompatible avec le naturalisme.
Simplement, dit-il, c'est un naturalisme sans miroir. Le naturalisme de Price est un naturalisme, dit-il, du sujet qui se centre sur la généalogie de nos pratiques. Et donc, il entend être quelque chose qui relève de l'anthropologie, par opposition au naturalisme, dit-il, de l'objet, qui se concentre sur la manière dont nous représentons, n'est-ce pas, le monde extérieur. Alors, évidemment, on pourrait dire que, de ce point de vue, il y a, ne serait-ce aussi que parce que les classifications, le caractère assez technique, le style plutôt métaphilosophique de la discussion tendent à le faire accroire, on peut dire que c'est vrai, le livre de Price, professeur éminent de Cambridge, qui a succédé à Simon Blackburn, s'adresse plus aux philosophes qui ont déjà conquis un certain territoire contemporain dans toutes ces questions, plutôt qu'aux commençants. Mais évidemment, on peut dire aussi qu'en un sens, et on doit lui savoir gré du caractère extrêmement direct, du style clair qu'il a, justement, pour les différentes taxonomies dont j'ai essayé de vous redonner, en quelque sorte, la cartographie, n'est-ce pas ? Bon. Alors, je dirais aussi que toute la question que, évidemment, quelqu'un qui part, si vous voulez, d'un bon sentiment en ouvrant ce livre, est tenté quand même de se demander à un moment donné, c'est est-ce que véritablement tout ceci nous donne une combinaison de thèses cohérente. En particulier, lorsque Price nous dit aussi que même si son naturalisme est sans miroir, il s'appuie néanmoins sur, je le cite, page 49, un réalisme défendable, et qu'il ne rejette pas comme un seul homme le représentationalisme, chapitre 14, One Chair for Representationalism. Bon, alors, je n'ai pas le temps aujourd'hui, évidemment, de donner exactement tous les arguments qu'il faudrait pour dire si sa position est totalement convaincante ou pas. Je me contenterai, si vous permettez, d'exposer déjà quelques doutes que j'ai relativement à la cohérence de ces positions et pour dire pourquoi, justement, il me semble que si on veut choisir une autre forme de pragmatisme fécond, ben, il faut aller chercher ailleurs. Et cet ailleurs, de toute façon, ne nous permettra pas de faire l'économie d'une certaine forme de réalisme, et de réalisme même assez robuste. Mais pour quand même être sûr que je ne suis pas injuste envers Price, je veux tout de même en dire quelques mots. Bon, j'ai dit que l'expressivisme de Price est global et pas seulement local, et à la différence justement de l'expressivisme d'un auteur comme Simon Blackburn, qui est local et a trait essentiellement d'ailleurs, dans le cas de Blackburn, à ce qu'on peut appeler l'expressivisme, enfin, le discours éthique, n'est-ce pas ? Le quasi-réalisme de Price est censé être, pour sa part, global, et donc s'étendre, vous voyez, à toutes les sortes de discours, c'est-à-dire éthique, mathématique, modal, esthétique. Et donc, cela veut dire que les discours qui ne peuvent pas être descriptifs ou factuels doivent tomber dans le filet, si j'ose dire, n'est-ce pas, de cet expressivisme global. Alors, il faut noter qu'il y a une importante différence relativement à l'expressivisme classique, car pour l'expressivisme classique, il y a généralement, on entend par là, on considère généralement qu'il y a un contraste entre, comme je l'ai dit, certains énoncés qui sont aptes au vrai ou factuels, n'est-ce pas, qui portent donc sur les objets ordinaires, sur les entités physiques, et les autres énoncés qui ne sont pas de cette nature, tels que les énoncés éthiques, etc. Bon. Mais l'expressivisme de Price est global précisément parce que ce qu'il veut dire, n'est-ce pas, c'est que toutes les espèces de discours sont incapables de mener à la vérité, et donc qu'on ne peut simplement en rendre compte qu'en termes fonctionnels, c'est-à-dire
dans les termes du rôle spécifique qu'il joue dans un langage, dans le langage pris dans son ensemble. Vous voyez ? Bon. Alors, est-ce que la question qu'on peut se poser, évidemment, qu'on est en droit, qu'on a le devoir de poser à Price, est celle-ci, est-ce que cela revient à soutenir une conception de la signification, pourrait-on dire, en termes d'assertion conditionnelle, ou en termes plutôt, je dirais, d'une conception inférentialiste de la signification, aux fonctions, au fond, selon laquelle, au fond, le sens des énoncés nous serait donné par leur rôle conceptuel ou inférentiel. Est-ce qu'on est dans le cadre d'une sémantique des rôles conceptuels, en quelque sorte? Eh bien non, dit Price, parce que nous voulons pouvoir dire aussi que les énoncés, quand même, s'occupent bien, d'une certaine manière, d'établir quelque chose comme la vérité. Bon. Alors, autrement dit, il me semble qu'il veut défendre ici une thèse plutôt déflationniste ou minimaliste, selon laquelle ces énoncés tendent à suivre une forme de schéma de vérité ou d'équivalent de ce schéma, qui repose sur la version de déflationnisme que l'on adopte, c'est-à-dire, grosso modo, le schéma suivant, la proposition que P est vrai si et seulement si P. Le problème, c'est qu'on pourrait lui dire qu'il y a déjà toute une série d'autres philosophes, je pense par exemple à des auteurs comme Paul Bogossian, Crispin Wright, Frank Jackson, dont j'ai déjà parlé, n'est-ce pas, qui ont soutenu que ce genre de minimalisme est en vérité incompatible avec l'expressivisme. Puisque si l'on est un expressiviste, on ne peut pas être en même temps un minimaliste relativement à justement ce qui est la capacité au vrai de ces énoncés qui sont aptes au vrai, contrairement à ceux qui, comme c'est le cas en éthique, ne le sont pas. Or, Price nie que l'expressivisme et le minimalisme ne puissent aller de concert. Il considère que si, qu'on peut, c'est possible, n'est-ce pas? Mais à ce moment-là, la question évidemment que l'on peut lui poser, c'est est-ce que cela peut être encore une forme d'expressivisme, étant donné, je répète, que l'expressivisme implique qu'il y ait un contraste entre ce qui relève justement de ce qui est l'aptitude à la vérité et une non-aptitude à la vérité. Donc, il me semble que la position qui en résulte, c'est quand même une forme de déflationnisme, voire de quiétisme, c'est-à-dire que tous les discours sont aptes au vrai, tout simplement parce qu'ils se prêtent, d'une certaine façon, à une forme de discours sur le vrai, n'est-ce pas? Mais en dehors de ce discours, il n'y a aucune espèce d'essence substantielle, il n'y a pas de réalité que le langage aurait à représenter. Donc, contrairement à ce que, justement, je disais relativement à sa position par rapport à la proposition de Blackburn du début, je me demande en effet si nous ne sommes pas plus loin que je ne le disais préalablement de cette espèce de conception basse en couture du langage défendu par des auteurs comme Rorty. Alors évidemment, Price objecterait que c'est là être tout à fait injuste relativement à sa position, que c'est toujours le cas, personne ne veut être Rorty. Bon. Let a million conversations bloom. Bon, c'est vrai. Mais en même temps, je dirais que j'ai quelques difficultés, pour ma part, à différencier son pragmatisme d'une forme de quiétisme. Il nous dit que la source de son pluralisme, c'est une certaine image wittgensteinienne du langage, comme celle d'une cité qui contient de nombreux quartiers, de nombreuses banlieues, qui s'identifient toutes au travers des différents usages que nous faisons de nos différents énoncés, et avec aucune espèce de downtown représentationnaliste. Je crois qu'il y a ici deux problèmes principaux, si vous permettez. Le premier est que le pluraliste fonctionnaliste, il n'y a plus
il n'y en a plus d'un, si vous voulez, en tout cas, mais en tout cas, ou en tout cas cette espèce de conception qu'on peut avoir de la signification en termes de pluralisme fonctionnaliste ou en termes aussi d'usage de la signification, en fait, est une position que Price fait plutôt que défendre en détail, esquisser. Et on peut dire que, de ce point de vue, par exemple, quelqu'un comme Paul Horwich, dans son ouvrage de 1998, Meaning, va beaucoup plus loin en décrivant, n'est-ce pas, la forme que peut revêtir une position de ce genre. Le deuxième problème que j'ai est celui-ci. Dans quelle mesure avons-nous le droit de passer d'un pluralisme relatif à la signification, autrement dit un pluralisme du discours, la thèse selon laquelle il y a une quantité d'usages possibles du langage, n'est-ce pas, à un pluralisme métaphysique, c'est-à-dire l'idée selon laquelle il y a toutes sortes de choses. Price admet qu'il y a toutes sortes de faits, mais uniquement dans la mesure où il y a toute une série de discours qui énoncent des faits qui ne sont pas en toute rigueur occupés à décrire quelque fait que ce soit ou à faire référence à quoi que ce soit. Donc il a l'air apparemment de ne pas être non plus pluraliste sur la vérité, puisque il n'a pas l'air d'être quelqu'un qui dit qu'il y a autant de vérité qu'il y a de discours, et il ne prend même pas la peine de distinguer, dit-il, cette conception complètement farfelue, hein, wrong-headed. Bon. Mais la question quand même qu'on est en droit de lui poser, me semble-t-il, c'est jusqu'à quel point, dans quelle mesure est-ce que ce pluralisme est une conception métaphysique ou ontologique plutôt que simplement une conception purement sémantique. Alors évidemment, on peut dire qu'à sa défense, si on suit les arguments qu'il développe dans ce qu'il dit dans le chapitre 13 sur le neutralisme de Carnap, de toute manière, on pourrait dire que jusqu'à un certain point, en tout cas si on suit cette ligne de pensée, il ne cherche pas du tout non plus à avoir une position qui relèverait de l'ontologie. Mais en même temps, ce que Price objecte au réalisme contemporain qui se pose en termes de vérifacteurs ou bien aux sémantiques qui posent les questions en termes de conditions de vérité en général, c'est qu'au fond, elles se débattent dans des questions, des pseudo-questions métaphysiques, sans être capables, au fond, d'en sortir. Or, la sémantique, soutient-il, est ce qui doit nous permettre, au fond, de nous libérer, en quelque sorte, de cette tâche descriptive qui consiste à offrir ou à proposer des analyses ontologiques de la relation entre notre langage et le monde. Alors évidemment, sur ce plan, les déflationnistes seront satisfaits, mais tous ceux qui, comme moi, je crains fort de faire partie de cette classe infortunée moi-même, qui pensent que la référence et la vérité ne peuvent pas seulement être traitées d'une manière déflationniste, c'est-à-dire tout ce, n'est-ce pas, qu'il y a d'intéressant dans la référence, c'est X réfère à T, tout ce qu'il y a dans la vérité, c'est P est vrai si et seulement si P. Bon, évidemment, tout cela seront un peu frustrés par une analyse de ce genre, parce que insister sur le fait que les entités dont nous parlons sont réelles ou existent, mais nier que réelles et existent puissent se produire autrement que sous la forme, si vous voulez, du formel ou de l'internel, plutôt que sur la forme du mode matériel ou externe, pour reprendre la distinction carnapienne, c'est quand même quelque chose qui est voué à être, me semble-t-il, relativement frustrant. Bon, alors je crois que c'est pour le moment, j'aurais encore beaucoup de choses à dire, mais je voudrais essayer de dire
des choses un peu positives aussi, donc je laisserai là peut-être un certain nombre de critiques que je crois en être en droit d'adresser à ce que je tiens pour ma part une forme quand même plutôt un petit peu de réalisme de façade ou de naturalisme de façade, mock realism ou mock naturalism, que me paraît représenter la position de Price. Bon. Je voudrais simplement, pour terminer, dire qu'il y a peut-être d'autres pistes par lesquelles on peut envisager, je crois, ce que serait cette fois un réalisme pragmatiste bien compris, et que pour ce faire, eh bien, justement, il faut revenir et se servir, de même que Peirce avait considéré qu'il suffisait de peaufiner un petit peu les conceptions scottistes de manière à les adapter à la science moderne. J'ai envie de dire qu'une manière féconde d'être pragmatiste aujourd'hui, eh c'est d'une certaine manière de relooker, si j'ose dire, le réalisme peircien à la lumière un petit peu de ce que nous apprennent aussi l'histoire de la pensée de façon générale et les sciences plus particulièrement, n'est-ce pas, que ce soit les sciences de l'esprit, les sciences de la nature, les sciences sociales, etc. Donc c'est quelque chose, à mon avis, et donc je reprendrai pour finir, si vous voulez, les points qui me paraissent être ceux sur lesquels nous pouvons en effet engager cette réflexion féconde. Premièrement, je crois que nous pouvons accepter, partir de cette idée très forte, que tout réalisme compris devra être un réalisme de nature sémantique. L'éloge que fait Peirce des médiévaux, réalistes et nominalistes confondus, est éloquent. Il faut insister, je crois qu'il a raison, sur l'impossibilité d'une relation de correspondance terme à terme entre les choses et les mots. On ne doit pas confondre les intentions premières et les intentions secondes, les propriétés des signes et les propriétés des choses signifiées. En identifiant l'être à l'intelligibilité et à la prédicabilité, Peirce veut dire que le réalisme naïf, qui insisterait sur une définition du réel comme étant entièrement indépendant de l'esprit, est absurde. En isolant sa réalité si entièrement de l'influence mentale comme il l'a fait, le nominaliste en a fait quelque chose que l'esprit ne peut tout bonnement pas concevoir, dit-il. Donc, l'assimilation ou la réduction de la réalité à l'existence ou aux faits bruts vont, je crois, dans le même sens, et c'est dans ce sens que va aussi la critique du réalisme métaphysique de Putnam et son affirmation concomitante du réalisme interne et de la relativité conceptuelle. Deuxième idée, à mon avis, que l'on peut creuser, c'est celle d'un réalisme que j'appellerais non monolithique et qui peut être précisé chez Peirce, justement, grâce à l'analyse extrêmement originale qu'il mène sur le plan des catégories ou de ce qu'il appelle son entreprise phanéroscopique ou phénoménologique. Du docteur subtil, Peirce, on l'a vu, a retenu que même si les trois éléments qui composent le réel sont irréductibles et tous trois présents, cela ne signifie pas qu'il faille les confondre ou les mettre sur le même plan. Cette distinction, vous voyez, des ordres du réel apparaît d'ailleurs clairement dans une lettre à Cantor, où Peirce définit les critères d'une proposition vraie et les différents niveaux de réalité. Je vous cite cette phrase très intéressante qui se trouve dans le premier tome du troisième volume des Nouveaux éléments de mathématiques, donc dans le deuxième tome, pardon, page 773. C'est une lettre qui date du 23 décembre 1900. Par proposition vraie, s'il n'existe jamais rien de tel, j'entends une proposition qui, à un moment donné, passé ou futur, émerge dans la pensée et a les trois caractères suivants. Premièrement, aucun effort direct de votre part, de la mienne ou de quiconque ne peut la contrer de façon permanente, ni même empêcher de façon permanente qu'elle ne s'affirme. Deuxièmement, aucun raisonnement ni aucune discussion ne peut empêcher de façon permanente qu'elle ne s'affirme. Troisièmement, toute prédiction,
s'appuyant sur la proposition quant à ce qui devrait se présenter dans l'expérience sous certaines conditions, se réalisera quand ces conditions seront satisfaites. Par réalité, poursuit Peirce, j'entends tout ce qui est représenté dans une proposition vraie. Par réalité ou vérité positive, j'entends ce à quoi on peut appliquer tous les trois critères ci-dessus. Imparfaitement, bien sûr, puisque nous ne pouvons jamais les mener jusqu'au bout. Par réalité ou vérité idéale, j'entends ce à quoi on peut appliquer les deux premiers critères, mais le troisième, pas du tout, puisque la proposition n'implique pas qu'un état de choses particulier apparaîtra jamais dans l'expérience. Telle est une vérité de mathématiques pure. Par réalité ou vérité ultime, j'entends ce à quoi on peut appliquer le premier critère dans une certaine mesure, mais qu'on ne peut jamais renverser ou rendre plus clair par un raisonnement quelconque, et sur quoi on ne peut fonder aucune prédiction. Ainsi, si un cheval vous donne une ruade, le fait de la douleur est indiscutable, et encore moins peut-on l'ébranler ou l'établir par la moindre expérimentation. Fin de citation. Vous voyez qu'il importe de prendre en compte les différents éléments du réel, mais il est tout aussi fondamental de les situer en leur ordre distinct. En d'autres termes, il ne peut y avoir à ses yeux de réalisme, disais-je, monolithique. C'est quelque chose d'ailleurs sur quoi a aussi insisté Michael Demet. Être un réaliste en mathématiques, dit Demet, ne signifie pas forcément qu'on le soit en morale ou inversement. Bon, cela signifie non seulement que le réalisme mathématique ne met pas en œuvre la même critériologie que le réalisme ultime, celui qui n'en a que faire, n'est-ce pas ? Celui-ci n'en a que faire, ou que le réalisme positif ou épistémologique, mais aussi qu'au sein de ce dernier, on ne doit pas prendre, vous voyez, pour des différences ontologiques, des différences qui relèvent simplement de l'activité épistémique elle-même. Cette attitude est particulièrement nette dans l'analyse subtile que Peirce effectue de la perception en ces éléments que sont le percept, le percipum, le jugement perceptif, selon une dynamique expérimentale ou comme une unité d'interaction entre l'homme et la facticité qu'il juge inanalysable qui se donne dans l'expérience. Troisième élément très fécond, je crois, que nous pouvons reprendre et retravailler, c'est cette idée d'un réalisme qui évite le risque toujours présent d'idéalisme par justement son insistance sur la contrainte externaliste, causale et dynamique. Car si Peirce refuse de réduire la réalité aux faits, il ne renonce pas du tout à en tenir compte. Et s'il se sépare de Hegel, c'est précisément pour cela. Hegel, dit-il, a accordé beaucoup trop d'importance à la troisième catégorie en oubliant la deuxième, et cela est pour lui rédhibitoire. De la même manière, un coup de poing viendra à bout de tous les arguments idéalistes, niant la réalité du monde extérieur. Bien plus, tant que je n'ai pas senti le bras du shérif sur mon épaule, ma condamnation reste un vain mot. Vous voyez que la facticité est donc un élément à part entière de la réalité. Et si l'importance accordée à la première et à la troisième catégorie font bien, comme je l'ai dit, l'originalité de la position peircienne, il y a aussi, et il faut constamment y insister, un réalisme de la seconde catégorie, et cette analyse catégorielle permet d'ailleurs à Peirce d'éviter aussi bien le spectre d'idéalisme et de relativisme, qui guette sans cesse, à mon avis, à l'inverse, la conception putnamienne, et qui explique pourquoi notamment Putnam a jugé nécessaire à un moment donné de passer du réalisme interne à un réalisme naturel ou pragmatique. Oui. Chez Peirce, au contraire, on peut définir le réel à la fois, un, comme ce qui est objet de la connaissance,
le résultat de l'opinion finale à laquelle la communauté scientifique finirait par arriver, et 2, comme ce qui reste indépendant de ce que l'on peut en penser, et pas seulement indépendant de ce que tel ou tel individu peut en penser. Donc si la méthode scientifique est supposée conduire à un consensus, c'est bien parce qu'elle est, une fois encore, contrainte par la réalité. Il y a des choses réelles, dit Peirce, dont les caractères sont entièrement indépendants des opinions que nous pouvons avoir à leur sujet. Ces réalités affectent nos sens selon des lois régulières, et bien que nos sensations soient aussi différentes que le sont nos relations aux objets, en prenant avantage des lois de la perception, nous pouvons établir par le raisonnement comment sont réellement les choses. Fin de citation. 384, en n'oubliant pas que ce dont on ne peut réellement douter, c'est-à-dire avoir des raisons objectives et pas seulement méthodologiques, on ne peut que le croire, du moins tant que l'expérience n'a pas apporté les preuves du contraire, argument essentiel pour parer cette fois au scepticisme concernant le monde extérieur. Quatrième élément, je crois, extrêmement judicieux aussi, c'est cette idée que, de toute manière, le réalisme est une hypothèse explicative nécessaire. Parce que Peirce se pose justement un idéal d'intelligibilité et assigne à la science une mission avant tout explicative. Or, évidemment, un nominaliste est quelqu'un qui peut tout à fait, par exemple, refuser un réalisme dispositionnel, considérer les lois de façon humienne comme de simples régularités conventionnelles, des fictions introduites par l'esprit pour lier nos expériences, ou voir encore dans nos classifications quelque chose de purement conventionnel et de linguistique et qui ne correspond à aucune espèce naturelle dans le monde. Mais alors, dit Peirce, comment peut-il seulement prédire quoi que ce soit ? Donc, d'où son acharnement à défendre sa position contre des conventionnalistes comme Poincaré, mais aussi comme Mach ou Karl Persson, n'est-ce pas ? Bon, voir par exemple tout son argument sur la pierre qu'il lance, dont on sait qu'elle va tomber, etc., la pierre de l'expérience de Harvard. Donc, l'importance aussi, vous voyez, au cœur de la méthode scientifique, de l'abduction, ni instinct ni inférence, plus que conçu sur le mode de l'inférence à la meilleure explication. En d'autres termes, bon, ce n'est donc pas le succès de la science de son temps qui montre à Peirce que le réalisme scolastique est vrai, c'est la possibilité même de la science, à son avis, qui exige que nous postulions des universaux réels. Sans eux, l'explication, la prédiction, l'induction, la science sont tout simplement impossibles. Donc, même si on peut admettre que les lois acceptées par les savants à telle ou telle époque se révèlent ne pas être authentiques, ou que les espèces naturelles postulées se révèlent ne pas être finalement réelles. Quels universaux sont réels est une question qui ne peut finalement se régler que dans une science hypothétique achevée, même s'il serait, dit Peirce, stupide de nier que la science a fait de nombreuses découvertes vraies. Les êtres humains, au demeurant, peuvent faire de bonnes abductions parce qu'ils ont, dit-il, une adaptation naturelle à imaginer les théories correctes. Vous comprenez pourquoi il insiste tant sur la vérité du réalisme scolastique. Si la science n'est possible que si le réalisme scolastique est vrai, alors la métaphysique scientifique qui emploie la méthode de la science n'est possible que si le réalisme scolastique est vrai, et le pragmaticisme qui permet la légitimité d'une philosophie scientifique purifiée, comme l'a montré Susenak, n'est également possible que si le réalisme scolastique est vrai. Cinquième point. Je crois que ce qui est encore extrêmement intéressant dans son approche, c'est que, vous voyez, cette position ne l'empêche pas, en raison notamment de l'indéterminisme sémantique, épistémique et ontologique assumé, de conserver, je dirais, un minimum de bon sens, qui va de pair, je crois, avec la nécessité de maintenir quand même certains accents peut-être antiréalistes. Je m'explique. C'est vrai qu'on trouve sous sa plume
des passages dans lesquels il nous dit que la réalité a bien souvent ce statut assez voisin de celui que lui donne par exemple Putnam, comme je l'ai dit, d'hypothèse empirique scientifique. Par exemple, au volume 4 des Nouveaux éléments de mathématiques, page 383-84, vous avez ce superbe texte. Qu'est-ce que la réalité ? Peut-être n'y a-t-il rien de tel du tout. Comme je l'ai dit et répété, ce n'est qu'une rétroduction, c'est-à-dire une hypothèse ou abduction, une hypothèse de travail que nous essayons, notre seule tentative désespérée pour connaître quelque chose. Encore une fois, et il serait bien téméraire d'espérer quelque chose de mieux, il se peut que l'hypothèse de la réalité, bien qu'elle marche plutôt bien, ne corresponde pas parfaitement à ce qui est. Mais, s'il y a une réalité, alors, pour autant qu'il y en ait une, quelle qu'elle soit, elle consiste en ceci, 2 points, qu'il y a dans l'être des choses, quelque chose qui correspond au processus du raisonnement, que le monde vit, se meut et a son être dans une logique d'événements. Nous pensons tous à la nature comme à un syllogisme. Même le philosophe mécaniste, qui est aussi nominaliste qu'un savant peut l'être, le fait. Et c'est donc dans des textes de ce genre, vous voyez, ou d'autres comme celui que je vais vous lire, qu'on voit à quel point en même temps le faillibilisme, n'est-ce pas, est indissociable et vraiment consubstantiel en même temps du type de réalisme pragmatiste qu'il croit nécessaire de défendre. Voici ce qu'il dit. Si nous pensons que certaines questions ne vont jamais être établies, il nous faudra alors admettre que notre conception de la nature comme absolument réelle n'est que partiellement correcte. Pourtant, il nous faudra être gouvernés par elle, pratiquement, parce qu'il n'y a rien qui permette de distinguer entre les questions auxquelles on ne peut pas répondre de celles auxquelles on peut répondre, en sorte que la recherche devra se poursuivre comme si toutes étaient des questions auxquelles on peut répondre. 8.43. Deuxième passage. Il est certainement concevable que ce monde que nous appelons le monde réel n'est pas parfaitement réel, mais qu'il existe des choses semblablement indéterminées. Nous ne pouvons être assurés qu'il n'en est pas ainsi. 4.61. Certes, Peirce dit parfois que la réalité est quelque chose d'entièrement défini, dans un manuscrit 383, c'est ce qu'il dit, mais la plupart des textes, vous voyez, témoignent en faveur de cette théorie des degrés de la réalité et de l'indétermination. Vous voyez notamment Nouveaux éléments de mathématiques 4, page 48-49, Nouveaux éléments de mathématiques 3, tome 2, page 1055. Vous voyez encore Collected Papers 6, 186, 188, 191, 326, 466, 499, etc. Donc, ce qui est par ailleurs conforme, vous voyez, à son panpsychisme, qu'à tort ou à raison, il adopte et qui lui fait dire que l'univers est imprégné par les signes ou que la matière est enserrée d'habitude. Alors, dernier point, qui n'est sans doute pas évidemment le moins intéressant à mon avis, mais que certains évidemment peuvent considérer aussi comme en même temps le plus problématique pour un pragmatisme bien compris, c'est évidemment tout ce qui a trait au type de réalisme ontologique qu'il défend. Son engagement métaphysique, de toute évidence, reste fort. D'où la question, que signifie au juste cet engagement? Comment l'évaluer, n'est-ce pas? Et surtout, s'impose-t-il dans un programme pragmatiste, réaliste, conséquent? Première question. N'oublions pas que Peirce considère que le pragmatisme n'est pas une fin, n'est-ce pas, mais le moyen de mettre en place, une fois purifié, une métaphysique scientifique réaliste qui le rapproche du reste du propé-positivisme, dit-il parfois. Cela oblige évidemment à évaluer celle-ci, et donc à évaluer le projet cosmologique
qui s'apparente à certains égards à une philosophie de la nature, aux accents parfois schellingiens. Et sur ce point, c'est vrai que les avis des commentateurs sont très partagés entre ceux qui sont un peu sceptiques sur la valeur scientifique intrinsèque des hypothèses de la cosmologie évolutionnaire, sur ce que Galli et Reynolds appellent l'éléphant blanc de la philosophie peircienne, ou ceux qui, comme Putnam, Coué ou moi-même, pensent qu'il convient d'être beaucoup plus attentif qu'on ne l'a été à ce que Peirce dit non seulement sur le continu, mais aussi sur sa conception de l'inférence statistique. Hacking et Levi, dont Benoît Gauthier a parlé la dernière fois, y insiste beaucoup, aussi sur ce qu'il dit sur les probabilités, son indéterminisme, le modèle interprétatif qu'il peut apporter, et pas seulement à cause de sa conception aristotélicienne du hasard, de la matière et du possible, à certaines discussions aussi, comme celle qui nous occupe aujourd'hui sur le type d'interprétation à donner de la mécanique quantique. Donc même sur ce plan-là, vous voyez, il me semble que tout n'est pas à jeter, loin s'en faut. Bon. Deuxièmement, cela nous oblige aussi évidemment à nous situer sur la question non seulement de savoir comment on peut, mais comment on doit peut-être interpréter le réalisme scientifique lui-même, c'est-à-dire soit comme une position qui s'applique d'abord aux théories, par exemple qui nous permet d'inférer du succès de la science à la vérité des théories, puis à la réalité des entités postulées par la théorie, tout en restant neutre sur l'ameublement ontologique du monde, par exemple sur la nature humienne ou non des lois de la nature, qui est la position, par exemple, que soutient quelqu'un comme Stathis Psellos aujourd'hui, soit comme ce qui nous donne éventuellement des raisons de croire en des faits relatifs à la structure des inobservables, n'est-ce pas, mais non pas à la nature intrinsèque des entités observables, position que défendent par exemple des auteurs aujourd'hui comme Voral ou John Ladyman, n'est-ce pas. Soit encore, est-ce qu'on peut penser le réalisme scientifique, comme le propose Brian Ellis, comme étant nécessairement associé à une métaphysique, physicaliste de préférence, qui nous renseignerait bien, elle, sur la nature de la réalité, tout en admettant une théorie foncièrement épistémique de la vérité, mais métaphysiquement neutre. Je crois qu'il est assez évident que Peirce choisit cette troisième option, c'est-à-dire qu'il adopte une conception foncièrement épistémique et métaphysiquement neutre de la vérité, en même temps qu'il adopte une métaphysique réaliste dispositionnelle, dont les caractéristiques principales sont, premièrement, de refuser une lecture humienne et néanmoins non nécessitariste, si ce n'est au sens de la nécessité conditionnelle des lois. Deuxièmement, d'admettre des espèces naturelles qui se définissent plus, comme je l'ai dit, comme des faisceaux d'habitude ou comme des dispositions que comme des essences, au sens substantialiste du terme. Troisièmement, de refuser aussi un dispositionnalisme intégral. Ce sont trois caractéristiques de sa métaphysique que je juge pour ma part, pour les avoir reprises pour l'essentiel dans la propre métaphysique que j'essaie d'élaborer, que je juge tout à fait capable de donner lieu à des programmes intéressants aujourd'hui sur le modèle donc d'une forme de métaphysique dispositionnelle réaliste. Bon, mais évidemment, vous allez me dire, est-ce que vous avez raison et donc est-ce qu'il a raison? Bon. Alors, je ne m'interrogerai pas donc à ce stade, si vous voulez, aujourd'hui pour finir, sur la pertinence que je juge immense aussi bien pour la science que pour la métaphysique ou même pour l'éthique de ce réalisme dispositionnel. Je voudrais simplement, pour finir, attirer votre attention sur la pertinence ou non de cet engagement métaphysique dans le cadre d'un réalisme pragmatiste, n'est-ce pas? Puisque c'est ça qui nous intéressait plus particulièrement cette année, car je crois vraiment que c'est là, plus encore sur la question du réalisme et du pragmatisme, qu'il y a lieu aujourd'hui de faire le départ entre différents courants pragmatistes, comme le montre de façon éclatante, justement, eh bien, ou bien le dernier ouvrage de Putnam, Ethics Without Ontology, où Putnam, pour sa part, insiste sur le nécessaire abandon d'une telle perspective, et encore, donc plus récemment, chez Hugh Price, comme j'ai essayé de le dire très brièvement. Je crois qu'il est, me semble-t-il, tout à fait important
de réfléchir aux 3 raisons pour lesquelles Peirce juge, vous voyez, cet engagement nécessaire. La première raison tient à la conception qui se fait de la philosophie en général. C'est incontestable, comme étant nécessairement en continuité avec la science. La philosophie est expérimentale, elle est fille du laboratoire, mais du même coup, cela suppose l'exact contraire d'une attitude littéraire ou théologique et d'une attitude dogmatique ou scientiste. C'est l'esprit de modestie et d'expérimentation qui doit prévaloir en philosophie comme en science. Être à l'écoute des sciences, sans s'en laisser compter par elles, ce d'autant plus que chacun de nous, le savant y compris, a une métaphysique. Et nous touchons ici à la deuxième raison de ce nécessaire engagement, puisque telle est la situation, puisque nous faisons tous ce que nous ne voulions pas de la métaphysique, il faut que nous nous débarrassions des préjugés métaphysiques. Et pour cela, il n'y a pas d'autre moyen que de nous livrer à un examen des premiers principes. Pourquoi une telle entreprise n'est-elle pas d'emblée vouée à l'échec? Car après tout, on pourrait dire que l'état actuel de la philosophie, Peirce est le premier à le dire, est plutôt scrofuleux, 6-6, en proie au charabia. Il y a ici, je crois, encore beaucoup à réfléchir sur la méthodologie fortement inspirée du scotisme, comme je l'ai dit, que tente d'adopter Peirce, et notamment à son traitement de la possibilité. Je n'y reviens pas, mais ce sont évidemment des thèmes qui sont extrêmement importants aujourd'hui dans la métaphysique contemporaine, qui sont abondamment traités, notamment chez des auteurs comme Jonathan Law, mais aussi dans tous ceux qui prônent le recours à l'analyse conceptuelle et à une forte attention à tout ce qui relève de l'importance que nous attachons dans notre analyse métaphysique à l'examen des modalités. Bien. Il y a une troisième raison, enfin, je crois, pour laquelle Peirce jugeait cet engagement indispensable. S'il pensait que le problème des universaux était ce dont Russell le félicitait du reste d'avoir vu, et pourtant Dieu sait si Russell était critique à l'égard des pragmatistes, mais enfin apparemment sur ce plan, je crois qu'il connaissait très très mal Peirce de toute façon, mais enfin, il avait quand même compris quelque chose, le fameux Bertrand, c'est que Peirce avait bien vu que aussi pressant aujourd'hui que jamais était, n'est-ce pas, le problème des universaux. Et que si véritablement il s'agissait d'un problème aussi pressant, aussi urgent, et qu'il constituait une alternative, non pas factice, mais réelle, c'est bien parce que pour un pragmatiste, j'ai eu l'occasion de le dire dans la première séance, ce qui est toujours premier, en définitive, c'est l'éthique. Et donc, quand Peirce défend le réalisme des universaux et une forme de réalisme dispositionnaliste, lequel vaut aussi bien pour les sciences que pour l'éthique, comme j'avais essayé pour ma part de le montrer dans le doute en question, eh bien c'est parce que l'éthique, vue pour lui beaucoup plus comme l'éducation de nos capacités et dispositions morales, que comme reposant sur quelques facultés a priori, sens moral ou prescription normative que nous devrions suivre, nous impose quelque chose, nous donne une obligation, à savoir trouver une base solide qui nous permette de comprendre non seulement comment notre langage, mais comment nos perceptions nous relient au monde réel. Et c'est pourquoi, dès le début, Peirce a considéré que la seule manière de rendre ses idées claires sur ce sujet, c'était d'essayer de donner une analyse correcte de la réalité elle-même, qui incidemment fut la motivation de sa recherche de la vérité et non l'inverse, et d'opter pour une position réaliste dans ce qu'il pensait être le problème majeur à régler si l'on voulait faire le moindre progrès dans la pensée, et non pas, comme Putnam ne cesse de plus en plus de le répéter, un pseudo-problème, à savoir le problème des universaux. Comme l'illustre ce superbe texte que je vais vous lire pour terminer, où l'on voit non seulement pourquoi, en effet, le pragmatisme implique le réalisme et aurait pu difficilement entrer dans la tête de quelqu'un qui ne fût pas déjà convaincu de la réalité des universaux, mais aussi combien il contient tout ce qu'il y a, à mon sens, de plus fécond et de plus profond
dans ce qui pourrait constituer un authentique engagement réaliste et pragmatiste, à même de bloquer certaines formes de scepticisme et de relativisme moral, et donc de nous apporter une authentique voie entre les sables détrempés du relativisme et les rochers glacés du dogmatisme, pour reprendre une autre expression de Simon Blackburn. Ce texte, je vous le lis, il est dans le premier tome des œuvres de Peirce, pages 162-163. Voici ce qu'il dit. Tant qu'il y aura une querelle entre le nominalisme et le réalisme, tant que la position que nous soutenons sur cette question ne sera pas déterminée par une démonstration incontestable, mais sera plus ou moins affaire d'inclination, tout homme qui en vient à ressentir la profonde hostilité qui règne entre les deux tendances, s'il est un homme, s'engagera pour l'un ou pour l'autre, et ne pourra pas plus obéir aux deux qu'il ne peut servir à la fois Dieu et Mammon. Si ces deux élans se neutralisent en lui, et toc pour les neutralistes, c'est qu'il ne lui restera plus dès lors de grande motivation intellectuelle. Rien ne permet en vérité de supposer que la question logique ne soit pas par sa nature même susceptible de recevoir une solution. Mais le chemin qu'il faut suivre pour sortir de la difficulté passe par les broussailles les plus épineuses d'une science aussi aride que les mathématiques. Cela étant, il y a une demande pour les mathématiques. Elles permettent de construire des ponts, de faire fonctionner des moteurs. Et cela devient donc toute une affaire que de l'étudier sérieusement. En revanche, avoir une philosophie est un luxe dont l'utilité est de nous conforter et de nous mettre à l'aise. C'est une étude pour les heures de loisir. Et nous voulons qu'on nous la propose sous une forme élégante, agréable et intéressante. La loi de la sélection naturelle, qui est l'exact analogue dans un autre domaine de la loi de l'offre et de la demande, a l'effet le plus immédiat en stimulant les autres facultés de l'intellect. Car les hommes dotés de grandes capacités mentales réussissent dans la lutte pour la vie. En revanche, on n'a aucun besoin de la faculté de philosopher, si ce n'est sous une forme littéraire. Il ne faut donc pas s'attendre à ce qu'une question difficile reçoive une réponse avant de se présenter sous une forme pratique. Si quelqu'un avait la chance de découvrir la solution, personne d'autre ne prendrait la peine de la comprendre. Pourtant, et bien que la question du réalisme et du nominalisme ait ses racines dans les technicités de la logique, ces branches s'étendent à toute notre vie. Et la question de savoir si le genus homo a la moindre existence, si ce n'est dans des individus, est la question de savoir s'il y a quelque chose qui a plus de dignité, de valeur, d'importance que le bonheur individuel, les aspirations individuelles, la vie individuelle. Les hommes ont-ils réellement quelque chose en commun, en sorte que la communauté doit être considérée comme une fin en soi? Et si oui, quelle est la valeur relative de ces deux facteurs? Voilà la question pratique la plus fondamentale qui concerne toute institution publique dont il est en notre pouvoir d'influencer la Constitution. Fin de citation. Voilà ce que je voulais vous dire, ce qui me semble que ce n'est peut-être pas, si vous voulez, forcément chez celui qui s'occupe le plus du problème des universaux qu'on retrouve le sens le moins aigu de ce qu'est l'importance de la vie et de la pratique. Tout dépend, bien entendu, ensuite, du sens que l'on donne à ces termes. Voilà ce que je souhaitais vous dire en conclusion. Et maintenant, j'aimerais donc que nous essayions quand même de tamer, dans le bref temps qui nous reste,
quelques discussions.